You're listening to Dirty Feet, a podcast from No More Radio. Vous écoutez le podcast Dirty Feet sur les ondes de No More Radio. Hosted by, Animé par Allison Burns, JD Papillon et Stéphanie Morin-Robert. Stay tuned. We're gonna move you. Bonjour tout le monde, bienvenue au 108e épisode de Dirty Feet. Donc avec nous aujourd'hui, en fait, on va recevoir deux chorégraphes, dont une qui est également coproductrice d'un projet super intéressant qui va avoir lieu à la 5e salle de la Place des Arts, et c'est produit en collaboration avec la Place des Arts. L'événement, c'est Sans Luxe, qui cherche à amener la danse urbaine de la rue à la scène. Donc avec nous aujourd'hui, on a Martine Bruno et son bébé Gabriel qui sont avec nous pour venir nous parler de Sans Luxe. Et Martine, en fait, pour plusieurs d'entre vous, vous la connaissez de la scène urbaine. Elle a déjà performé dans le cadre de Bouge d'ici, en fait, en collaboration avec Axel Munezero, donc sous le nom Forêt Noire. Ouais. Donc Martine, bonjour, ça va bien aujourd'hui? Oui, ça va bien. Donc en fait, nous à Dirty Feet, c'est sûr qu'on a plus une concentration d'artistes du milieu contemporain qui viennent. C'est rare qu'on a l'occasion de vraiment mettre un spotlight sur la danse urbaine, les danses de rue, parce que il y a un peu moins d'infrastructure, en fait. Donc, on en entend souvent moins parler. Là, en fait, c'est un gros projet tout de même que vous faites. C'est un projet vraiment qui est sur une des scènes considérées plus contemporaines en général. Donc, parle-nous un peu de ça, en fait, de l'éclosion de ce projet-là. C'est pas la première année que vous le faites, c'est la première année à cet endroit-là. Ouais. Donc, parle-nous un petit peu du projet, s'il te plaît. Ben, tu as soulevé un bon point en disant que c'est plus rare qu'on voit des danses urbaines sur des scènes qu'on peut considérer comme plus professionnelles. C'est pour ça que Sans Luxe est là, dans le fond, c'est pour essayer d'ouvrir des portes à des danseurs qui sont du calibre professionnel, mais qui n'ont pas vraiment la chance de s'exprimer ou de de donner de la visibilité à leur création. C'est pour ça qu'on a parti Sans Luxe. Au départ, c'est né vraiment du besoin que Forêt Noire on a eu en tant que danseur urbain. On voulait présenter quelque chose de plus poussé avec une recherche, ce qu'on peut pas vraiment faire nécessairement dans le cadre d'un battle. Fait que on a regardé autour de nous, puis il y avait 3 autres personnes ou groupes qui avaient le même besoin. Fait qu'on s'est réunis ensemble. On a décidé qu'on allait organiser un show pour montrer ce qu'on avait envie de dire, dans le fond, qui était un peu différent de ce qui se faisait normalement sur la scène de danse urbaine. Puis on a vu que la réaction était super positive. Fait que dès l'année d'après, plutôt, en 2012, en 2013, ouais, on a décidé de procéder par appel de projet. Fait que là, au lieu de juste avoir des gens qui étaient dans notre entourage, on s'est ouvert vraiment à toute la scène de la danse urbaine. Ça reste pas mal dans les environs de Montréal, par exemple, je te dirais. Mais le bassin de danseurs urbains à Montréal est immense, puis c'est reconnu mondialement, mais c'est toujours à travers le réseau des compétitions, des battles. Fait que on avait la première année 4 personnes qui performaient. La deuxième année, on était à 7. Cette année, on est à 12 sur 2 journées. Alors, c'est un gros step pour Sans Luxe cette année. En plus d'être en co-présentation avec la Place des Arts, ils nous supportent vraiment. Ça va être une belle année. Donc, quelque chose que tu mentionnais, en fait, c'est le calibre important, en fait, des danseurs et des chorégraphes du milieu urbain à Montréal. Mais par contre, en même temps, il y a un manque de reconnaissance, souvent du milieu, non seulement des diffuseurs, mais également au niveau du gouvernement, ce que j'ai entendu dire souvent de la part d'artistes du milieu urbain, même ceux qui travaillent un peu plus dans le milieu contemporain, c'est que c'est très difficile de faire, de faire respecter leur art d'une certaine façon, où ça peut être vu comme quelque chose de professionnel, ça peut être vu comme de l'art et pas juste quelque chose de la rue d'une certaine façon. Est-ce que vous avez passé à travers ces difficultés-là, en fait, quand vous avez commencé le projet? Ah oui, c'est certain. Dès la première année, on a essayé, au lieu
les 2 premières années, dans le fond, on l'a payé sans luxe de nos poches. Ben, on avait vraiment essayé d'avoir de l'aide de différents organismes. Je veux pas nécessairement nommer des noms, là, mais de différentes personnes. Puis souvent, on se faisait dire, ah, ben, la danse urbaine, c'est pas de l'art. Vous avez les vidéoclips pour survivre. Vous avez pas besoin de notre aide. T'sais. Fait que c'est pas, la mentalité était vraiment fermée, je te dirais, par rapport à ce qu'on pourrait faire avec la danse urbaine. C'était pas comme considérable, envisageable que ça soit quelque chose qui est réfléchi puis quelque chose qui est poussé. Je pense que depuis les 3 années qui viennent de passer, la mentalité commence à changer. On a de plus en plus d'intérêt qui se manifeste de différentes personnes, que ce soit du côté des médias ou du côté des personnes qui veulent nous aider, si tu veux. Ça devient un peu moins difficile. Puis côté ressources, quand c'est plus du côté des créateurs que nécessairement de Sans Luxe, qui est plus comme un diffuseur. C'est sûr que les ressources sont encore pas évidentes, parce que là, tu te retrouves tout seul. À Sans Luxe, au moins, on est toujours une équipe. Mais il y a de plus en plus de gens qui, tranquillement, réussissent à avoir des subventions du Conseil des arts des 3 qui s'offrent à nous. Puis je pense que tranquillement ça change. Il y a comme une espèce d'essor, une espèce de momentum là, qui est une deuxième vague depuis Rubber Band Dance puis Destin Croisé là qui décide qui se fait sentir, puis les gens décident d'embarquer dans ça. Tu viens de mentionner Rubber Band Dance et Destin Croisé, qui a eu une influence importante sur la scène, qui a permis aux artistes de break ou à l'esthétique de breakdance, en fait, de s'infiltrer un peu dans le mouvement contemporain à Montréal, qu'on voit aussi dans d'autres scènes ailleurs. Sauf que ça, c'est vraiment plus typique du breakdance. Oui. Par contre, est-ce que tu vois un peu une amélioration à ce niveau-là, au niveau de l'influence des autres danses de rue, comme il y a Danny Desjardins qui avait fait une pièce dans laquelle il avait amené beaucoup de whacking. Est-ce que tu sens que de plus en plus le milieu contemporain s'ouvre à l'esthétique des danses de rue, même au niveau des artistes eux-mêmes? Je suis pas l'experte en milieu contemporain, je te dirais. J'ai la misère à m'avancer sur ce sujet-là, mais oui, j'ai l'impression qu'on sent une inspiration qui vient des danses urbaines. Côté de la visibilité, pour ce qui est autre chose que le b-boying, c'est ça qui était difficile, puis c'est ça qu'on voulait aussi amener, montrer qu'il y avait plus qu'une facette. Quand tu dis « Ah, je fais de la danse urbaine », c'est pas nécessairement que je tourne sur ma tête, même si j'aimerais bien être capable, là. Il y a vraiment plusieurs choses, puis plusieurs disciplines, plusieurs spécialités, puis c'est ça que Sans Luxe cherche à montrer aussi, là, la diversité que ça a. De là à savoir si dans les autres disciplines, les gens s'en inspirent du côté contemporain, là, je pourrais pas m'avancer là-dessus. Tu mentionnes justement la diversité au niveau des arts de la rue, en fait des danses de rue, danse urbaine. Parle-nous donc un peu de ces différents styles-là de danse qui toi t'influencent, qui vous intéressent Sans Luxe et que vous avez amené justement dans vos différents shows à travers les années, particulièrement celui de cette année. OK. Oui, cette année, on a plusieurs styles. On a du popping, on a du locking, on a du whacking, on a du crump, on a du hip-hop, bien sûr, on a du b-boying aussi. Puis certains, ces styles-là, des fois, se regroupent ensemble. Si on veut, le popping, le locking puis le whacking, c'est toutes des danses funk des années 70. Fait que ça vient vraiment de l'ère avant le hip-hop puis avant le crump puis tout ça, qui sont des danses un peu plus récentes. Le crump, je te dirais que c'est celle qui est la plus nouvelle dans toutes les danses qu'on a eues. La seule, je pense, qu'on n'a pas eu à travers les 3 années de Sans Luxe, c'est de la house. Il y a la communauté à Montréal en house, c'est pas immense, mais ça serait agréable, message à tous les house dancers, de participer. Ce serait bien de montrer quelque chose qui utilise ce mouvement-là. Le b-boying, on est plus habitué de le voir, mais les autres, ils sont vraiment bien présents cette année. C'est vraiment diversifié. Puis pour les gens, en fait, nos auditeurs qui ne connaîtraient peut-être pas
les danses urbaines. En fait, est-ce que tu pourrais nous faire un petit breakdown rapide de chacun des styles? Oui, bien sûr. Je vais commencer par walking parce que c'est ma spécialité. Ça date des années 70. C'est beaucoup de théâtralité quand on le regarde à sa forme d'origine, si on veut. C'est des mouvements de bras, c'est très dramatique. Ça a été créé sur la côte ouest américaine, puis ça se faisait uniquement par des gays dans les clubs underground. Là, ça ressemble pas nécessairement exactement à ça rendu à Saint-Luc parce que souvent on a voulu jouer avec l'esthétique, on a voulu jouer avec les émotions ou avec le message, mais à la base, ça, c'est le walking. Le locking, c'est à peu près les mêmes années. Ça se faisait beaucoup sur Soul Train. C'est des mouvements de bras aussi qui sont arrêtés secs pour le nom lock. Puis, c'est Don Campbell Lock qui a créé ce mouvement-là. Il y a le popping qui est plus basé sur des contractions musculaires. C'est encore les années 70. Il y a les Electric Boogaloos qui sont à l'origine beaucoup de certaines divisions, si on veut, de cette danse-là. Le hip-hop, c'est plus les années 80. Ça vient de New York et puis c'est beaucoup basé sur le vibe, si on veut. Il y a des mouvements... Qu'est-ce que le vibe? Oui, c'est ça, hein, c'est large. Il y a des mouvements de fondation, mais si on veut, c'est la technique est beaucoup dans l'interprétation du mouvement. Contrairement au, mettons, le popping, il y a beaucoup de mécanique. Le hip-hop va être beaucoup dans le ressenti. Le crump, c'est plus les années 2000, je te dirais. C'est une danse qui a l'air très agressive, mais qui l'est pas nécessairement quand la personne le danse. C'est pas nécessairement de l'agressivité, c'est beaucoup de libérer de l'énergie. Puis c'est beaucoup de contrôle, d'isolation, des mouvements très, très, très rapides, très saccadés. Je pense que le b-boying, en général, pas mal tout le monde connaît ça. C'est un style qui est super acrobatique, date aussi des années 70. Puis, c'est des power moves, des gros moves où est-ce que, justement, les danseurs vont montrer tout le côté athlétique de leur danse. Tu as mentionné au vif un peu tantôt le fait que beaucoup de ces danses-là, non seulement au départ, en fait, mais même dans leur représentation courante en ce moment, c'est sous la forme de battle. Mm-hmm. En fait, c'était vraiment des danses avec une présentation compétitive sans nécessairement être compétitif dans l'esprit. Après ça, comment faire passer ces styles de danse-là qui sont d'une certaine façon fermés, comme on pense au cypher en breakdance, qui est un cercle fermé avec les gens qui battle à l'intérieur. Comment ouvrir ça pour faire en sorte que vous pouvez présenter ça à un public? Il y avait une raison sociale derrière toutes les danses urbaines. Dans le fond, c'est que les gens avaient besoin de s'exprimer à ce moment-là. D'une certaine façon, c'est né du besoin d'être ensemble puis de manifester souvent notre mécontentement face à la situation dans laquelle on était. Puis, moi, je pense que comme les temps ont changé, c'est pas nécessairement la même chose qu'on a besoin d'exprimer. Ça répond toujours au même besoin de libérer ce qu'on a en dedans, si tu veux, mais le besoin de le faire en confrontation ou en cypher est peut-être pas nécessairement le même. C'est quand même des moyens qu'on utilise, mais je pense que comme c'est plus tout le monde qui habite dans un ghetto, si on veut, on a une autre façon de voir les choses, même si on embrasse la culture et le mouvement, on n'a pas nécessairement besoin de tout le temps être en confrontation. Toi et Axel, en fait, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années en fait maintenant que vous travaillez ensemble sous le nom Forêt Noire. Vous venez de parcours différents. Je suppose que vous connaissiez avant que Axel commence à faire son bac. Oui. Donc, elle a entrepris une formation plus, entre parenthèses, classique. Mm-hmm. Et toi, tu viens vraiment des danses urbaines. Tu n'as pas de formation universitaire en tant que telle. Mm-hmm. Est-ce que... en fait, pourrais-tu nous parler de ton parcours principalement et ensuite, un peu comment cette formation-là, plus classique, encore là, entre parenthèses, a influencé votre collaboration ensemble, en fait? Oui. On a commencé toutes les deux
à Urban Element, si tu veux. C'est là qu'on s'est rencontrés. On était dans les troupes de compétition. Elle était dans les ados et j'étais dans les adultes. Parce qu'on a 10 ans de différence quand même. Mais après, quand on avait fini de passer à travers la vie de troupe, si on veut, moi, je cherchais à continuer à faire de la danse, mais voir qu'est-ce qu'il y avait après. Puis c'est là que j'ai commencé à danser pour Spicy. Puis Axel, éventuellement, est rentré au bac. Puis ce que ça a changé beaucoup, je trouve, dans la façon que Forêt Noire fait les choses, c'est de voir un peu comment le système de la danse fonctionne au Québec, puis comment est-ce qu'on pourrait l'adapter ou jouer avec ça en faveur de la danse urbaine. Je pense que c'est de mieux connaître comment ça fonctionne, comment ça structure juste des fois la façon de chorégraphier ou la façon de voir le mouvement, de voir le corps. C'est pas nécessairement qu'on va répliquer les mêmes choses dans la danse urbaine, mais c'est de voir qu'est-ce qui pourrait être approprié pour nous, puis comment est-ce qu'on pourrait bâtir notre propre système pour que on vienne qu'à être plus indépendant puis plus solide. Parlons un peu de ce que vous allez présenter, toi et Axel, en fait, lors de Sans Luxe, un peu de votre processus de création. Personnellement, j'ai déjà vu un peu ce que vous faites quand vous aviez présenté à Bouge d'ici. Tu as mentionné l'importance du whacking, mais ce que j'avais trouvé, en fait, quand je l'avais vu, c'est que vous jouez beaucoup avec les codes du whacking, vous jouez beaucoup avec le type de présentation, d'une certaine façon, en fait, que le milieu contemporain travaille aussi. Donc, pour nos auditeurs qui sont plus confortables avec le milieu contemporain, qui connaissent plus le milieu contemporain, pourrais-tu nous parler un peu de comment vous approchez la création? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de parallèles, en fait, avec le milieu contemporain. OK. Habituellement, pour cette fois-ci, plutôt, on a procédé en regardant le mouvement de WAC de base. Il n'y a pas... dans le fond, c'est un mouvement avec quelques variations, mais la danse, ça se résume pas mal à ça. Il n'y a pas vraiment de code spécifique pour tout le reste du corps. Alors, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour compléter la danse. On a regardé comment on pourrait reproduire le mouvement du WAC, mais avec le reste du corps, avec les jambes, avec le corps. Après, on essaie de voir jouer avec la musicalité, essayer d'isoler les parties du corps pour attraper certaines couches de musique différentes en travaillant des rythmiques différentes avec différents membres. On a essayé de jouer avec de la dissociation, des changements de vitesse d'un bras à l'autre ou d'une jambe à l'autre pour essayer c'est beaucoup basé sur le rythme. Dans le fond, le whacking, plus tu es capable d'être fidèle à la musique pour que ta danse reflète exactement ce qui se passe, plus, dans le fond, tu whackes bien. Fait que, on essaie de pousser ça à l'extrême, de voir comment est-ce qu'on peut être la musique. Rendu à la pièce, à la création en tant que telle, c'est sûr qu'on n'a pas gardé qu'un concept. On a regardé plusieurs différentes options, puis on a retenu ce qui fonctionnait le mieux ou ce qui s'apprêtait, allait s'utiliser le mieux pour traiter ce qu'on voulait dire à ce moment-là dans la pièce. Mais ça donne, je trouve, un mouvement qui est intéressant, puis qui est plus général au corps, si on veut, que dans les bras, même si ça reste quand même beaucoup focusé sur les bras. On a aussi travaillé en collaboration avec une équipe qui sont en médias interactifs à l'UQAM pour une installation lumineuse qui est dans la création, fait comme une espèce de conversation avec les danseurs. Et tu as mentionné ce que vous vouliez dire à travers la pièce. Donc, c'est quoi en fait le thème, le concept de votre pièce? Qu'est-ce qui vous allume? Qu'est-ce que vous cherchez à dire en ce moment? Ben, c'est moins... on a déjà eu des messages qui étaient clairs dans le sens où, au début, quand on commençait nos créations, ce qu'on voulait dire, c'est que le whacking peut être autre chose que sensuel et sexy. Fait que c'est pour ça qu'on est venu à Bouge d'ici, on avait essayé de présenter une pièce qui était basée sur whacker comme si on était des montres religieuses. Alors, plus de façon insecte, décortiquée, enlever le côté féminin. Puis cette fois-ci, on essaie de géométriser le whacking, si on veut. Fait qu'au lieu de s'inspirer, à l'origine, on s'inspire des poses des magazines, des mannequins pour faire des poses de whacking. Cette fois-ci, on a regardé des sculptures géométriques abstraites, puis c'est ça qu'on essaie de reproduire
en prenant les pauses, parce que les pauses, c'est un des éléments du walking. Il n'y a pas un fil conducteur, une histoire nécessairement précise, mais ce qu'on essaie de faire, c'est un parallèle entre l'exploration puis la découverte du mouvement du walking qu'on est en train de faire pour nous. Puis c'est un peu ça qu'on raconte dans la pièce, dans le sens où c'est comme la découverte, l'exploration d'un nouvel univers. On agit dans le fond comme si le walking était notre façon d'être, d'agir, de parler, de communiquer, puis qu'on arrive dans un milieu où c'est pas ça. Fait qu'on joue avec ces contrastes-là, si tu veux, de découverte de comment le corps fonctionne par rapport au walking. C'est un petit feeling découverte de l'univers et de l'espace dans la pièce. Donc, pour retourner un peu à l'événement Sans Luxe, en fait, ça fonctionne sur un format intéressant où vous avez 2 soirées, mais les artistes sont séparés dans ces 2 soirées-là. Donc, ça va être des artistes différents pour chacune des soirées. Au niveau du mode de billet, vous avez soit la possibilité d'acheter un billet spécifique pour un soir ou un combo pour les 2 soirs, ce qui fait en sorte que les gens à un bon prix, en fait, peuvent voir vraiment tous les artistes. Est-ce que tu pourrais nous parler de chacune des soirées, un peu, nous dire le parcours et ce que font chacun des artistes, en fait? Oui, bien sûr. Crash and Create, le chorégraphe, c'est Zig Eric Martel. Et puis, il se spécialise en b-boying. Ils sont 3 dans la création. Puis, Zig, ça fait vraiment longtemps qu'il est dans la scène de danse. Là, c'est dans les premiers, si on veut, avec Fresh Format, son crew. Grégory Crypto, ça fait aussi longtemps qu'il fait du b-boying. C'est peut-être pas aussi longtemps que Zig, mais ça fait quand même vraiment longtemps. Puis ça fait un petit bout aussi qui joue avec la scène de danse contemporaine. Alors, il y a déjà une espèce d'approche qui est différente des autres danseurs. Ce qu'il va présenter aussi, c'est super intéressant. Il récite de la poésie en même temps qu'il performe. Ça prend un cardio de feu parce qu'il est vraiment impressionnant dans ses mouvements, mais ça change pas du tout son récit. Là. C'est vraiment c'est une belle pièce. Il y a Joe Danny Dingo Aurélien, qui est aussi un b-boy. Ça fait longtemps qu'il fait ça. On le voyait beaucoup dans les battles, en même temps qu'il était présent dans les compagnies de danse peut-être un peu plus contemporaine, si on regarde Rubber Band Dance. Il performe aussi en ce moment avec Destin Croisé. Pax, qui est Frédéric Dumas. Elle a été danseuse pour Spicy pendant très longtemps dans Uncut Productions. Sa spécialité à ce moment-là, c'était le hip-hop, mais cette pièce-ci est plus basée sur des éléments de danse du popping. Elle joue avec des projections vidéo et puis fait aussi un slam à la fin. C'est vraiment une pièce qui est personnelle. C'est touchant. Prium, c'est une compagnie qui est chorégraphiée par Andy Hyacinthe, Monster Pop. Lui, c'est un spécialiste en popping et reconnu internationalement. C'est vraiment quelqu'un qui est dans les plus forts, si tu veux, au niveau de son art. Et puis, ils sont 5. C'est aussi tous spécialisés en popping. Eux autres aussi, je pense qu'ils ont une approche plus interstellaire dans la pièce. On va voir un petit vibe sci-fi à travers Sans Luxe. Ensuite, pour terminer la soirée, on a Saxon Fraser, qui est une chorégraphe de contemporain. Dans le fond, Sans Luxe, ça focus sur les danses urbaines, mais ça peut être ou le chorégraphe qui est en danse urbaine ou les interprètes qui sont en danse urbaine. Il faut juste qu'on sente que c'est ça qui est à la source de la création. Ici, Saxon, pour sortir de sa zone de confort, si tu veux, elle a travaillé avec 5 danseurs. C'est que des gars. Habituellement, elle travaille avec ou une mix ou plus des filles, puis plus avec du contemporain. Mais là, les danses sont variées. Chaque danseur a sa spécialité, puis c'est tout adapté à la danse haka de Nouvelle-Zélande. Fait que toutes les danses urbaines sont retraitées puis repersonnalisées avec cette interprétation-là. La deuxième journée, on a Alexandra Spicy-Landé, qui est une des pionnières dans ce qui a trait aux créations en danse urbaine à Montréal. Ça fait peut-être pas aussi longtemps que d'autres compagnies, mais comme justement... Oh, désolée, ça fait peut-être pas aussi longtemps que d'autres compagnies comme
justement encore Rubber Band Dance, tout ça. Mais je pense que c'est la deuxième vague qui ont été inspirées par ces gens-là. Mais c'est vraiment elle qui est proche de la scène en ce moment, je te dirais, qui est toujours présente dans les battles, qui organise d'ailleurs le plus gros battle au Canada avec Bust a Move. Fait que c'est vraiment quelqu'un qui s'implique beaucoup dans le milieu. Forêt Noire, ben on en a déjà parlé. C'est moi et Axel, on traite du whacking. Il y a Forward Movement, qui est le nom de sa compagnie, qui est un popper, mais qui cette fois s'est aventuré à chorégraphier sur des danseurs de différents styles. Alors celle-là aussi, ça va être une pièce où on peut voir du hip-hop, du crump, du popping et du whacking dans la même pièce, dans la même création. Puis celle-là est plus basée sur la théâtralité aussi. C'est un message, dans le fond, qui essaie de passer sur vivre avec ses démons intérieurs. Fait que c'est ce qui est exploré, c'est beaucoup ça, de transmettre un message ou une histoire tout au long de sa création. Jean-Benoît a dansé avec 24K, qui était des invités à la première édition de Sans Luxe. Il a fait l'admis, je pense qu'il a terminé l'année passée. Et puis, cette année, il a décidé de présenter à Sans Luxe. Lui aussi, il travaille avec des danseurs urbains de différents milieux. Ça va du b-boying au hip-hop, avec, je te dirais, vraiment beaucoup d'influences différentes. Il y a ensuite Michel Boombi Slim et Mimo Magri. C'est vraiment, je pense, un groupe qui ressort de tout le reste parce qu'ils sont beaucoup basés sur la théâtralité. Myriam qui est plus spécialisée en théâtre, en mime, puis Michel qui est un danseur de locking et de popping. Ça donne vraiment une espèce de mélange vraiment intriguant, touchant de danse et puis de théâtre. Ensuite, pour terminer, il y a Victoria Mackenzie, qui est une spécialiste en b-boying, b-girling, pour dire cette fois-ci, et puis qui a aussi fait l'admis, qui est une habituée, je te dirais, là, de la scène contemporaine, autant que la scène urbaine. On la voit beaucoup dans les battles, elle s'implique dans les deux sens, elle fait grandir le mouvement de b-girling à Montréal, elle travaille fort à ce que les filles prennent leur place, si on veut, sur la scène. Donc ça, c'est pour les deux soirées. Pour les gens, en fait, qui veulent vraiment voir les noms des deux programmes, en fait, c'est disponible sur votre site web qui est sansluxe.com. Oui. Puis aussi, en fait, sur le site web, on peut voir un peu ce qui s'était passé dans les éditions précédentes. Oui, c'est ça. Pour Sans Luxe, bon, vous avez cet événement annuel-là. Est-ce que vous essayez aussi d'amener d'autres événements à travers l'année pour faire un peu... Ben, notre but, ce serait que Sans Luxe, ce soit un festival. Fait que c'est sûr qu'on aimerait que ça soit plus que 2 soirées. Déjà, l'année prochaine, on vise à ce qu'il y ait, en plus des soirées où c'est des pièces courtes, des recherches, qu'il y ait une soirée avec des pièces qui sont plus terminées, plus longues, ou est-ce que ce serait 2 ou 3 présentations maximum. Comme ça, les gens qui présentent à Sans Luxe, faut pas qu'ils le voient comme une finalité. Dans le fond, c'est un début, un tremplin, puis après, s'ils veulent continuer à pousser leur œuvre puis la présenter l'année prochaine, mais de façon complète, ils peuvent. Puis, on a commencé cette année à essayer d'offrir des services pas vraiment de mentorat, c'est plus de conseiller artistique, parce qu'un des problèmes qu'on avait rencontré avec Forêt Noire, c'est que quand tu chorégraphies sur toi et puis tu danses dans ta pièce, c'est difficile d'avoir un œil extérieur sur de quoi ça a l'air, puis la structure de la chose. Fait qu'on a essayé d'offrir des personnes qu'on trouvait qui allaient avoir un bon œil pour faire ça, ou bien quand les gens travaillaient avec des concepts qui étaient moins habitués, que ce soit de la gestion de l'espace, le travail à deux, la théâtralité. On essaie de trouver des gens qui sont spécialisés là-dedans, et puis on les mettait avec ce groupe-là pour qu'ils puissent assister à leur répétition. Puis travailler avec eux vraiment pour cet aspect-là qui serait moins à l'aise. Et que c'est sûr que là, ça débute au mois d'octobre habituellement pour travailler avec les accompagnateurs, mais on aimerait ça que le travail débute éventuellement beaucoup avant ça. Trouver des locaux aussi en ce moment, c'est aussi un problème. Si on pourrait régler ça, ça pourrait être plus facile d'avoir des horaires plus fixes avec des gens qui pourraient venir les aider à des moments fixes aussi. Mettons, à chaque dimanche, c'est sûr que tu as ton mentor, puis c'est sûr que tu as un local. En tout cas, on vise à ce que éventuellement, ça soit un accompagnement qui dure toute l'année.
Là, j'ai pas en fait mentionné au départ de l'entrevue, mais ça, c'est c'est en fait cette semaine. Oui. Donc, la semaine de tombée de notre épisode. Donc, c'est le samedi le 13 décembre à 20h et le dimanche 14 décembre à 20h. Aussi, comme je mentionnais un peu plus tôt, c'est vous avez un format où pour un billet, pour un soir, en fait, c'est 23$, mais c'est possible d'avoir en fait un combo 2 soirs pour seulement 35$. Mm-hmm. Pour un show en plus qui est à la Place des Arts, c'est pas mal moins cher que la plupart des shows. Là. En ce moment, tu me disais en fait plutôt que la vente va très très bien. Est-ce qu'il reste des billets en fait pour les gens qui sont intéressés à aller le voir cette année? Ben, il en reste pour samedi. Pour le dimanche, tout est vendu. Mais samedi, il reste encore des billets. Les billets combo, je pense pas qu'il y en ait disponible justement parce que c'est fini pour dimanche. Mais puis pour les prix, on voulait garder ça le plus accessible possible parce que justement, les danseurs urbains, on veut que la scène participe à Sans Luxe. On veut pas que ça soit inaccessible pour eux. C'est pour ça qu'on garde les prix le plus bas qu'on est capable de les garder. Puis pour le reste, ben, il faudrait venir à Sans Luxe l'année prochaine. Les gens ont juste à se prendre plus tôt. Oui. Donc, juste pour rappeler à tout le monde, on avait avec nous aujourd'hui Martine Bruno, qui fait partie de la compagnie, en fait, Forêt Noire, et qui est coproductrice, présentatrice de Sans Luxe. Qui est coproductrice de Sans Luxe. Vous pouvez voir plus d'informations sur sansluxe.com. Oui, c'est ça. Parfait. Donc, merci beaucoup, Martine, et merci beaucoup, Gabrielle, d'être venue aujourd'hui. Merci. Donc, bon retour de break tout le monde. Avec nous en ce moment, on a Katia Marie-Germain qui vient nous parler de sa nouvelle création qui s'appelle Folds, qui va être présentée à Tangente du 11 au 14 décembre. Donc, Tangente qui est situé en ce moment au Monument National, le studio Hydro-Québec, qu'on reçoit souvent en entrevue, bien sûr. Donc, Katia Marie, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci. Donc, en fait, pour les gens, c'est la première fois qu'on te reçoit en entrevue. Oui, absolument. Donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire de toi, en fait, comme pas mal toute l'équipe de Dirty Feet, en fait, tu as gradué de Concordia. Oui. Avant que moi j'arrive, donc je te connais pas du tout. Non, on se C'est la première fois qu'on se rencontre. Donc, parle-nous un peu, en fait, de ton parcours avant le bac. Est-ce que tu étais déjà en danse? Est-ce que c'est vraiment le bac qui t'a amené dans le milieu de la danse? Ben en fait, j'ai commencé la création en art visuel. Moi, j'ai fait des arts depuis que je suis toute jeune, depuis que je suis petite. Puis j'ai continué à en faire au cégep, puis ensuite j'ai continué à en faire à l'université. Donc, j'ai fait un premier bac à l'Université Laval en art visuel. Puis, de plus en plus, en fait, j'ai découvert la danse assez tard. Je pense que j'avais peut-être 17 ans, la danse contemporaine. Ça m'a juste complètement marqué de voir que ça existait. Puis, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à la danse, puis à me dire, oh mon Dieu, je rêverais de faire ça un jour. Puis de plus en plus, même dans mon travail en art visuel, j'intégrais la danse d'une certaine façon dans mes œuvres jusqu'à ce que je décide que c'est ça que je voulais faire. Puis donc, c'est là que j'ai passé des auditions à Montréal dans les programmes de danse.
Et puis c'est comme ça que finalement j'ai entré à Concordia en danse. Donc avant j'avais fait de la danse mais plus au niveau parascolaire, moins sérieusement. Donc à Concordia c'était ma première expérience vraiment de création puis de une plongée là vraiment dans l'univers de la danse. Puis c'est ça, sinon j'ai terminé en 2010, puis ensuite j'ai fait les danses buissonnières, j'ai fait The Fringe aussi, plusieurs petits événements comme ça, le OFTA, des petites soirées à Beauty aussi, puis jusqu'à ce que finalement c'est ça, je présente une pièce plus longue, une pièce plus aboutie, disons à Tangente en 2012. Donc ça, c'était Aube que tu avais présenté à ce moment-là. Oui. Et maintenant, tu présentes une nouvelle pièce qui va être environ la même durée que ce que tu avais présenté avec Aube? Oui, une demi-soirée, environ 25-30 minutes. Moi, en fait, j'avais manqué Aube, donc j'ai jamais vu ton travail. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour les gens qui n'ont jamais vu ce que tu fais en fait un peu, le type de réflexion que tu amènes, le type de processus de création qui t'intéresse? Oui, la pièce Haute, c'est une pièce avec 5 interprètes, dont moi-même. Puis peut-être qu'est-ce qui peut caractériser en partie mon travail, c'est que j'ai l'impression vraiment que mon parcours en art visuel influence ma façon d'aborder la danse, ma façon de créer aussi. Pour moi, c'est important, oui, d'avoir une signification vraiment interne, profonde quand je danse, mais c'est aussi important de ce que ça crée dans l'espace, visuellement ce que ça crée. Ça m'intéresse de jouer avec les formes, comment le corps crée des formes, les manipule, puis qu'est-ce que ça fait dans l'espace, qu'est-ce que ça fait comme lien, quelle tension ça crée. Puis donc la pièce Haute, c'était une pièce à 5 interprètes, mais c'est construit comme des duos. Puis donc c'est ça, je jouais beaucoup avec l'aspect visuel. Il y avait un élément visuel qui était un tissu en fait qui était déposé au sol, qui amenait déjà un univers. Je pense que c'est ce qui m'intéresse aussi, de créer une espèce de un nouvel univers avec des nouvelles logiques, des nouveaux repères, puis créer là-dedans, puis que le sens émerge de ça. Sinon, je pense que ma gestuelle, je suis vraiment intéressée par la précision. C'est vraiment un travail de précision, trouver les bons rapports, les bons gestes qui font que pour moi ça fait du sens. Donc Et tu prends une nouvelle direction en ce moment, en fait, avec Folds, où contrairement à avoir 5 interprètes sur scène, tu vas en avoir une seule, si je me trompe pas? Oui, puis en fait, la pièce est construite plutôt comme un solo. C'est parce qu'en fait, au départ, j'ai commencé à travailler avec plus qu'une personne, mais rapidement, je trouvais que c'était trop dans le contexte de ce projet-là qui inclut un travail en partie avec l'installation. Donc, j'ai travaillé beaucoup en solo. Puis, mais finalement, c'est plutôt vers la fin que je me suis rendu compte que j'avais besoin de d'avoir un rapport aussi avec un autre corps, là, un rapport humain et physique, parce que c'est ça aussi qui m'intéresse finalement. Donc Hélène, avec qui j'ai travaillé depuis Concordia, on étudiait ensemble. En fait, on était une année décalée, mais on était là en même temps. Puis en fait, on s'est connus à Québec avant même d'aller à Concordia. Donc je l'ai réintégré un peu plus tard dans le processus. Puis c'est ça. Mais la pièce est construite comme un solo quand même, si je peux dire. Est-ce que tu avais commencé à l'élaborer sur toi-même, ce solo-là, ou tu avais déjà des corps externes quand tu as commencé le processus de création? C'est beaucoup sur moi-même. Puis en fait, je pense que parce que je suis encore aussi en train de comprendre comment je bouge, de comprendre ma gestuelle, j'ai l'impression que ma danse est beaucoup reliée évidemment à moi-même, parce que depuis le début, je suis chorégraphe-interprète. Mais j'ai toujours l'impression que j'ai vraiment besoin de vivre le mouvement de l'intérieur pour comprendre
comment le manipuler pour comprendre où ça s'en va, pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc j'ai toujours été aussi interprète. Puis donc oui, ça partit pour cette pièce-là surtout de moi en fait, de moi qui explore le mouvement majestuel. Et comme on mentionnait un peu plus tôt, c'est une collaboration en fait avec une artiste visuelle. Au niveau de cette collaboration-là, est-ce que c'est important pour toi d'aller chercher un peu un autre ancrage ou une autre perspective sur l'art visuel, puisque toi-même tu viens originalement des arts visuels, pour pouvoir un peu t'amener ailleurs? Pourquoi est-ce que tu cherchais un peu cette collaboration-là? Mais en fait, je pense que je l'ai pas cherchée. Elle est arrivée. J'avais collaboré en 2010 sur un travail que Lenka faisait. J'avais collaboré comme performeur, comme danseuse. Puis, en fait, je pense qu'on s'est rendu compte que nos univers vraiment avaient des ressemblances, on avait vraiment des intérêts communs, puis ça fonctionnait bien, ma performance dans son travail. Puis on a collaboré à quelques reprises jusqu'à ce que il y avait cette opportunité là à Tangente, puis j'avais envie qu'on puisse peut-être développer ça davantage, développer aussi plus l'aspect performatif, vraiment construire une chorégraphie. Donc vraiment allier nos deux univers, le travail que je fais en chorégraphie et son travail en installation. Donc c'est arrivé comme ça parce que je pense qu'on avait vraiment des affinités, des intérêts communs. Et au niveau de cet aspect-là d'art visuel, on en parlait un petit peu avant le début de l'enregistrement. Tu as mentionné que tu voulais pas trop divulguer de ce qu'il y a, mais qu'est-ce que tu peux nous dire exactement sur la forme que ça va prendre exactement, cet aspect-là, art visuel, l'aspect de la collaboration avec Lenka? Oui, ben c'est ça. En fait, ce que je peux dire, c'est que avec quoi je travaille dans ce projet-là, il y a des images qui sont créées. Il y a vraiment un travail en lien avec la lumière qui est devenu super important dans le processus. On a travaillé avec la conceptrice d'éclairage Sylvie Nobert pour l'éclairage de la scène. Puis il y a aussi le travail de la vidéo, qui est une vidéo projetée en temps réel finalement. Donc on a travaillé avec l'artiste Navid Navab qui fait la conception vidéo et son. Donc il y a vraiment ce jeu-là avec les images du corps. Dans le fond, la lumière, la vidéo, le corps et l'installation deviennent des matières finalement qui deviennent aussi importantes les unes que les autres dans ce travail-là. Puis donc il y a ça. Sinon, en fait, cette installation-là, les arts visuels, ce que ça vient faire, c'est qu'on joue beaucoup avec les perceptions. Les perceptions du spectateur. Ça crée en fait par soi-même des illusions. Puis il y a ça qui est présent dans la pièce à cause de l'environnement performatif, installatif. Tu mentionnais un peu plus tôt qu'au niveau de l'esthétique corporelle, l'esthétique du mouvement, tu cherchais vraiment la précision, mais d'une certaine façon, en fait, tu mentionnes l'illusion, l'importance de l'éclairage qui va souvent servir non seulement à montrer, mais également à cacher. Comment est-ce que tu trouves un peu cette fine ligne-là entre ce jeu-là avec l'éclairage, avec la lumière et la précision du corps? En fait, c'est ça dans ce projet-là, je pense que ça a vraiment influencé mon processus parce que c'est sûr que le fait que ça soit interactif, puis de jouer avec la technique, parce qu'il y a une partie qui est technique, même si au final ça reste très simple, ce qu'on a gardé pour la performance. Ça fait que ça a affecté mon processus. Il y a eu beaucoup plus d'improvisation, beaucoup plus puis aussi parce que je travaillais seule en partie, c'est sûr que j'ai une liberté aussi qui était différente. Mais au final, plus le processus avançait, plus j'avais besoin de retourner au corps. Vraiment, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que ça crée, c'est quoi le sens qui vient du corps lui seul. Puis c'est là que l'aspect, la précision
est revenu dans la création de la gestuelle finale, finalement, parce que pendant longtemps, ça a été beaucoup d'improvisation, puis de jouer avec ce qui se passe, puis mais à partir du moment où on a retenu des éléments, pour moi, c'était vraiment de les travailler, puis c'est là que le travail de précision est revenu aussi. Et avec une interprète comme Hélène Messier qui est versatile, mais qui est tout de même très reconnue pour son travail en buto, pour qui sa formation en buto est très importante pour elle, puis dans son travail chorégraphique, elle est une place de mise, disons. Est-ce que cette expérience-là en buto, c'est quelque chose que tu es allé puiser là-dedans, ou est-ce que tu as essayé d'amener son corps dans une autre direction que ce qu'on associe plus au buto? Ben c'est fou parce que Hélène, étant donné qu'on travaille ensemble depuis quand même plusieurs années, je pense qu'elle entre vraiment rapidement dans mon univers. Puis en fait, mon univers est pas si éloigné du sien non plus. Le travail de la lenteur est quand même présent dans cette pièce-là, qui appartient aussi au buto. Tout le travail des sens aussi, aller chercher une certaine profondeur dans le mouvement. C'est aussi présent dans mon travail, c'est aussi présent dans le buto. Donc ça m'apporte quelque chose dans le sens que Hélène, elle l'intègre vraiment bien déjà. Elle a déjà ça en elle. En fait, justement, plus au niveau de elle, sa corporalité, son approche physique au mouvement qui est particulière, qui vient d'une source qui est tout de même pas fermée en tant que telle, mais qui a une certaine signature. Est-ce que ce type de mouvement-là, ce type d'esthétique-là, du mouvement qu'elle a naturellement, en fait, ou qu'elle a développé, est-ce que c'est quelque chose que tu es allé puiser là-dedans, tu t'es inspiré un peu de son mouvement naturel, ou est-ce que tu as plus cherché à amener dans son corps ta propre physicalité? Est-ce que tu as répondu un peu en disant qu'il y a beaucoup de parallèles déjà? Oui, mais en fait, dans cette pièce-là, étant donné que j'ai créé longtemps en solo, c'est plus elle qui est venue un peu s'intégrer à ma physicalité. Puis, étant donné aussi la nature de la pièce, son rôle dans la pièce, c'est plus le sens inverse, mais quand même, reste que tout ce travail-là, il est pareil dans son corps, puis il est intéressant aussi pour moi. Donc, voilà. Tu as mentionné la précision du mouvement, l'importance de l'éclairage, l'importance du visuel. Qu'est-ce que... Enfin, la genèse de cette pièce-là, c'était quoi vraiment l'élément important pour toi à aller explorer ce coup-ci? Peut-être une nouvelle direction, en fait, spécifiquement pour Folds. En fait, déjà, le titre, en fait, Folds, révèle peut-être beaucoup, en fait, sur la pièce. Qu'est-ce que tu dirais, en fait, de ta pièce que tu avais à la décrire? Oui, au départ, ce qui nous intéressait vraiment, c'était d'allier nos deux univers, comment la performance peut fonctionner avec la création, avec l'installation interactive. Puis, de plus en plus, au départ, le concept qui nous a allumé, disons, c'est le concept du pli, de l'œuse pour dire vraiment simplement. Donc, toute réalité est composée d'une infinité de plis. Que ce soit le corps, la matière, la réalité, l'âme. Donc, c'est pas seulement l'extérieur et l'intérieur, mais l'extérieur est un repli de l'intérieur qui se replie. Puis, dans le pli, il y a aussi l'idée d'une relation. Finalement, le pli, c'est une partie qui est repliée sur elle-même. Donc, ça implique un rapport entre deux choses. Puis, le pli peut aussi être une marque. Quelque chose qui a un pli, c'est quelque chose qui est arrivé avant. Fait qu'il y a l'idée de mémoire, de souvenir qui était un peu présent tout au long du processus. Mais c'est ça, ce que je me suis rendu compte au fil du processus, c'est vraiment ce qui m'intéressait, c'est vraiment ça, les relations entre les corps, la lumière, la vidéo, le corps humain. Puis comment ça arrive à entrer en dialogue puis à générer finalement un sens par lui-même. Comment ces choses-là mises en relation d'une certaine façon révèlent un sens, une signification. Ouais. Tu as mentionné Deleuze. Est-ce que au niveau de ta création en tant que telle, ce philosophe-là a beaucoup d'importance ou d'impact sur ta façon de percevoir tes créations, l'art en général? Comme Deleuze, il y a une théorie
En fait, une de ses théories les plus importantes quand on pense à lui, c'est l'idée de l'image-temps, pardon. Est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu t'es influencé beaucoup par ses écrits ou plus au niveau justement de ces replis-là dont tu parlais tantôt? Ouais, ben dans le cadre de ce projet-là, puis en fait c'est une idée qui avait été amenée à Alenka, puis qu'elle a développé aussi dans sa propre recherche plus en profondeur. Pour moi, c'était plus une inspiration l'idée du pli que vraiment une recherche en profondeur sur ce philosophe là. Fait que non, c'est vraiment plus en lien avec l'idée du pli, puis qu'est-ce que ça amène par rapport à la perception de concevoir les choses de cette façon-là. Et tu mentionnais plutôt aussi un niveau d'interactivité. Est-ce que c'est une interactivité avec le public ou c'est vraiment l'interactivité entre ces différents corps-là, donc le corps lumière, le corps en mouvement, le corps vidéo? C'est vraiment, il y a aucune interaction avec le public, même s'il y a une relation avec le public est quand même important. Mais non, c'est vraiment en fait parce que la vidéo est interactive. Puis donc c'est vraiment dans l'espace que c'est interactif plutôt qu'avec le public. Et c'est une soirée partagée avec Brice Nazaire qui présente sa création Ruminant. Ruminant, oui. Qui présente sa création Ruminant. Déjà, le titre est fantastique pour ça aussi. Est-ce que, en abordant cette présentation-là, est-ce que tu avais en tête cette idée-là que ce serait une soirée partagée? Donc, comment... parce que le public, d'une certaine façon, quand on voit quelque chose d'autre, va déjà avoir ça d'intégrer dans leur psyché, dans leur corps. Est-ce que tu avais commencé la pièce ou terminé la pièce en te disant il faut que j'aie un élément qui va d'une certaine façon breaker ça pour un peu dissocier de l'autre pièce qui va être présentée dans la même soirée, ou au contraire est-ce que tu t'es vraiment concentré sur la pièce en un tout sans vraiment ouais, ben je pense que peut-être malheureusement, mais c'était vraiment de me concentrer sur la pièce comme un tout, parce que aussi en fait je connais Brice comme interprète. J'ai vu danser, j'aime beaucoup comment il bouge, mais je le connaissais pas nécessairement son travail chorégraphique. Donc donc c'est dur de pouvoir penser à cet aspect-là quand je sais pas finalement ce qu'il va présenter. Puis d'ailleurs, je l'ai pas encore vu, j'ai très hâte. Mais non, c'est vraiment plus la pièce est construite comme un tout indépendamment de. Puis en fait aussi, il y a quand même une entracte entre les deux pièces qui fait que ça permet un peu de s'aérer l'esprit. D'ailleurs, je pense que ça va être deux pièces assez différentes. Je sais que la pièce de Brice est dénudée, alors que dans mon cas, c'est un peu le contraire. Mais je pense qu'il y a quand même des éléments qui vont se rejoindre. Et depuis, en fait, ta dernière présentation de Tangente, il y a 2 ans, est-ce que tu as eu l'occasion de présenter, soit de représenter de tes pièces ou de te promener un petit peu avec ton travail, en fait? Ben oui, j'ai eu la chance de représenter Aube après Tangente à Montréal au Festival Vue sur la Relève et au Festival Accédance de Châteauguay. Puis, on a présenté la pièce aussi au Chili. On a eu l'immense bonheur de présenter la pièce dans 2 festivals là-bas. Le festival, je le prononcerai pas comme il faut, là, mais Vertiente de Santiago et Danza Laborde de Valparaiso. C'était vraiment une expérience incroyable de pouvoir présenter cette création-là dans un autre milieu. Puis on a aussi pu présenter un petit extrait à Parcours Danse, le dernier en 2013. Ben, cette réaction-là, en fait, du public au Chili, en fait, qu'on amène une œuvre comme ça à l'extérieur, le public peut être très, très différent, peut réagir de façon très différente, même à l'intérieur d'un même pays, 2 villes différentes ou 2 publics différents peuvent réagir de façon très différente. Est-ce que ça t'a amené à ouvrir une certaine discussion avec le public là-bas pour savoir un peu comment ils approchaient ton travail, comment ils l'avaient reçu? Ben en fait, c'est génial parce que là-bas, je sais pas si c'était dans le contexte dans lequel on était, mais les gens étaient tellement chaleureux, tellement accueillants. Puis en fait, ce qui est drôle, c'est que au Chili, on a eu
on a eu l'occasion de présenter la pièce dehors. Une fois dehors, puis une fois dans un théâtre. Puis c'était une pièce qui jouait beaucoup avec les lumières, qui jouait beaucoup avec ça qui changeait complètement quand on la présentait dehors. Fait qu'on l'a adapté pour... fait que déjà, ça, c'était intéressant pour nous. Mais sinon, le public était juste extrêmement chaleureux. C'était vraiment, vraiment un bonheur de présenter là-bas. On a vraiment eu l'impression que les gens avaient compris, puis finalement que c'est ça, que c'est universel finalement aussi la danse, mais c'est ça, on l'a vraiment bien senti. Mm. Donc là, tu présentes Folds, on le répète en fait, du 11 au 14 décembre au Monument national dans le cadre de Tangente. Après ça, est-ce que tu as déjà d'autres projets en tête? Est-ce que tu sais déjà si tu vas représenter Folds à un autre endroit ou Aube ou une autre pièce que tu avais déjà fait? Non, pour l'instant, j'ai pas pris de temps non plus pour organiser ça. Je suis en plein dans ma maîtrise en danse en ce moment, qui a beaucoup de mon temps. Mais sinon, ben oui, en fait, j'ai des idées de projets. J'ai des projets qui vont peut-être commencer bientôt, mais rien encore de fixe. Là. Je pense que je vais me laisser du temps pour faire vivre cette œuvre-là, puis voir qu'est-ce qui se passe après. Là. Donc, la maîtrise occupe beaucoup de ton temps? Oui. Tu fais ta maîtrise où, juste? À l'UQAM. J'ai commencé l'année dernière. Donc, en fait, je suis dans ma 2e année. Puis, mais ça m'aide beaucoup parce que j'ai fait de la création depuis toujours, mais j'ai jamais eu l'impression de vraiment comprendre qu'est-ce que je fais, d'être capable d'en parler. Ça a toujours été super dur pour moi. Puis, en fait, c'est en partie pourquoi j'ai décidé de faire ça. Puis, oui, tranquillement, ça m'aide. Donc, on vient d'avoir avec nous Katia Marie-Germain qui vient de nous parler de la pièce Folds qui va être présentée dans la soirée partagée Immatérialité. Donc, en présentation partagée avec Brest-Nazaire qui va présenter Ruminant. Et il y a également une œuvre qui va être présentée, en fait, qui s'appelle Entre de Aurélie Pedron. Ça, si je ne me trompe pas, c'est une installation qui va être dans le lieu. J'ai pas encore vu, mais je sais que c'est une pièce, je crois, pour un spectateur à la fois. Puis c'est séparé finalement du spectacle. Fait que je pense que ça va se passer, si je me trompe pas, et dans l'entracte et pendant le spectacle. Mais c'est vraiment pour un spectateur à la fois. Parfait. Donc, merci beaucoup, Katia Marie-Germain, d'être venue avec nous. Merci. Donc, on va vous laisser sur un extrait musical qui va être tiré de la pièce, qui va être dans la pièce Folds. Donc, c'est une composition qui a été faite par le compositeur Navid Navab. Donc, une petite partie qui se retrouve dans la pièce. Dirty Feet was previously recorded at the Montreal Improv Theatre and is currently recorded out of Mainline Theatre.
Thanks, dudes. Dirty Feet est produit et animé par Produced and hosted by Allison Burns, JD Papillon. et Stéphanie Morin-Robert. You can find out more about our show at nomoreradio.com, follow us on Twitter at Dirty Feet, and find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Vous pouvez écouter tous nos épisodes sur notre site web ou vous pouvez vous abonner également sur iTunes à notre podcast. Listen to past episodes on website or subscribe to the podcast on iTunes. While you're there, be sure to give us a rating and or leave a comment to help us spread the word. Tune in next week for a whole new show.